Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast macplanet.com. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous, donc vous présenter, vous exposer et vous donner mon point de vue sur les nouveaux iPads, à savoir l'iPad Air 11 et 13 pouces et l'iPad Pro 11 et 13 pouces. Donc, que valent ces produits? Quel est leur positionnement sur le marché actuel? Quel intérêt ils peuvent susciter auprès de l'acquéreur, du potentiel acquéreur? Et voilà, donc on va voir un petit peu tout ça. On va commencer tout d'abord par l'iPad Air, puis ensuite on fera l'iPad Pro. Et ensuite une sorte de comparaison entre l'iPad Pro, l'iPad Air et l'iPad de base, pour voir à peu près où on se positionne vis-à-vis de ces trois produits. Bon, on ne tient pas compte de l'iPad mini puisque la taille d'écran sont vraiment plus petites. Donc on va rester sur les trois produits phares. Alors, l'iPad Air. Donc, alors, première nouvelle, c'est la première fois qu'il est désormais proposé en 11 et surtout en 13 pouces. Donc, 11 pouces, bon, ça c'était déjà un classique, mais là on est sur du véritable 11 pouces. Mais 13 pouces, ça devient intéressant puisque cette taille d'écran, c'est la taille d'écran qui correspond à un MacBook Air. 13 pouces. Donc vous avez toute la surface de la tablette qui équivaut à la surface la surface tactile de la tablette iPad Air 11 pouces équivaut à la taille d'écran, à la résolution, à la taille d'écran du MacBook Air. Donc on peut déjà se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux acheter un iPad Air plutôt qu'un MacBook Air en fonction de ses besoins. Donc bref. Alors qu'est-ce qu'il y a de remarquable? Bon déjà, l'iPad Air il est proposé en 4 couleurs. Donc la couleur un peu sérieuse, hein, le gris sidéral, le lumière stellaire, un petit peu gold, le mauve, pourquoi pas, et le bleu. Donc voilà, 4 coloris. Bon ben déjà je trouve que les 4 coloris sont un tantinet, un peu pastel, un peu triste. Je vois pas pourquoi on ne devrait pas avoir 8 ou 10 coloris pour un produit, puisque finalement c'est quand même nous qui payons le produit final. Donc, parce que ici nous avons du gris sidéral, du lumière stellaire, du mauve et du bleu, mais on aurait pu en plus avoir donc le noir sidéral, le rose de l'iPad, le bleu un peu plus foncé de l'iPad, ainsi que le jaune. Pourquoi ne pas avoir un plus large panel de couleurs? Pourquoi uniquement 4 pour les coques? Bon, déjà. Ensuite, la grande innovation, entre guillemets, de l'iPad Air 11 ou 13 pouces, la grande innovation, c'est que il adopte désormais la puce M2. Donc ça, c'est un très bon point. La puce M2, donc c'est la même puce qui est dans le MacBook Air M2 et dont j'ai dit le plus grand bien par le passé. Donc je continue à penser la même chose. Hein, c'est une très bonne puce. Par contre, toute cette puissance dans un iPad Air, bon ben moi je trouve ça bien, mais je trouve que c'est un petit peu surdimensionné de toute façon. Mais bon, pourquoi pas. Parce que pour moi, le problème de l'iPad, c'est pas tellement le form factor de la tablette, c'est plutôt l'OS. Moi, le jour où l'iPad Air, on pourra installer macOS dessus et non pas être cantonné à iPadOS. Donc voilà, ce jour-là, ce sera vraiment un vrai outil de travail. Alors, parce qu'il il suffit pas de lui greffer un clavier pour que ça devienne un ordinateur portable, contrairement à ce que j'entends de part et d'autre. Beaucoup de gens disent qu'ils travaillent, qu'ils font du traitement de texte, du montage vidéo depuis un iPad. Ben moi, j'ai un peu de mal à adhérer à ça, parce que je trouve qu'on travaille beaucoup plus vite avec un MacBook pour faire du montage vidéo, faire de la retouche d'image, pour faire du traitement de texte. Donc un vrai clavier physique plutôt qu'avec un iPad. Et le problème, c'est pas l'iPad, comme je le dis, c'est iPadOS. Donc tant qu'iPadOS n'aura pas fusionné complètement avec macOS, l'iPad Air pour moi, ça restera un iPad comme un autre. Voilà. Mais quand même un très bon choix, l'adoption de la puce M2, parce que ça envoie vraiment au niveau puissance, c'est très 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 bien. Très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de l'iPad Air que voilà. Donc
Il a un connecteur USB-C, bon, bah ça, heureusement, maintenant c'est comme ça, donc c'est universel. Il n'a pas le Face ID, donc pour vous identifier, pour vous connecter à votre iPad, il faut encore utiliser le doigt. Donc moi j'aurais aimé le Face ID. Excusez-moi. J'aurais préféré le Face ID. Je trouve que c'est plus rapide pour s'identifier sur le périphérique. On peut lui adjoindre l'Apple Pencil Pro, donc le même que l'iPad Pro, comme on verra tout à l'heure. Voilà, pour les graphistes, pourquoi pas. Ok. Ce que j'apprécie pas trop dans l'iPad Air, c'est que l'entrée de gamme, qui commence quand même à 719 euros, donc 719 euros pour une tablette, donc déjà ça me pose un problème, bref. L'entrée de gamme qui commence à 719 euros, elle est pourvue uniquement de 128 Go de stockage. Alors ça, je trouve ça fou, quoi. Je trouve que c'est pas assez, hein. Voilà, simplement. On devrait commencer bien plus haut. On devrait commencer au minimum à 256 Go. Voilà ce que je pense. Son poids, il est de 462 grammes. Bon, bah voilà, 462 grammes, c'est un poids raisonnable, puisque l'iPad de base, lui, pèse 481 grammes, donc 20 grammes en plus, et l'iPad Pro, lui, ne pèse que 446 grammes, donc 20 grammes de moins. Donc il se situe dans l'échelle entre l'iPad Pro et l'iPad de 10e génération. Donc de toute façon, à 20 grammes près, c'est pas la révolution, on ne va pas dire que la révolution soit en marche, loin de là. Donc on va passer quelques petits points de détail. Donc c'est toujours un écran liquide Retina, le même que sur un iPad classique. Bon, les couleurs, c'est pareil, le True Tone, donc le large gamme des couleurs P3, bon ça c'est rien de nouveau. La grosse nouveauté, c'est vraiment la puce, comme je le disais, la puce M2 avec un CPU 8 cœurs et un GPU, la partie graphique, 10 cœurs. Donc ça va, et un Neural Engine 16 cœurs, donc ça va être utile pour le prochain iPadOS 18 avec l'intelligence artificielle. Toute cette puissance du M2, elle va être mise à contribution. Au moins, elle servira à ça, parce que forcément, on se doute bien que pour aller surfer avec votre navigateur Safari, DuckDuckGo, peu importe, une puce M2, c'est surdimensionné. Hein. Voilà, donc c'est vraiment pour l'intelligence artificielle que la puce M2, elle présente un intérêt sur cette gamme de produits. Il s'appelle iPad Air, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, le fait qu'il s'appelle iPad Air, il aurait dû être plus léger, il aurait dû être le produit, la tablette Apple la plus légère de la gamme. Or, ça, c'est réservé visiblement à l'iPad Pro. Donc, pourquoi l'appeler Air si c'est pas le plus léger? Ça, j'ai déjà un petit peu de mal à adhérer. Ensuite, au niveau de l'appareil photo, bon, c'est toujours le grand angle 12 mégapixels, hein, en vidéo 4K, c'est une seule caméra. Et le flash intégré, évidemment. Donc ça, c'est pas mal. Connecteur USB-C, ça, je l'ai déjà dit. Donc, mais par contre, c'est un connecteur USB-C classique. On peut brancher une clé USB, on peut brancher sa recharge, mais on ne peut pas faire les transferts de données à haut débit. C'est pas un port Thunderbolt. Et c'est pas un USB 4. Voilà. Ça reste un USB-C. Mais c'est déjà bien pour un produit de cette gamme. Donc le Touch ID, il est intégré au niveau du bouton. Donc on pose le doigt, on fait une session d'enregistrement de son empreinte, et puis on pose le doigt. Au niveau des micros, ben là je suis un peu déçu parce qu'il comporte que 2 micros, c'est-à-dire un en haut et un en bas. J'aurais préféré qu'il en possède plus, voilà. Parce que je trouve que sur un iPad, le son c'est super important. Je sais que beaucoup de gens le posent sur un support, sur un pied, et utilisent leur iPad pour regarder des séries, des films, écouter de la musique. Donc le 4 haut-parleurs, ça me paraissait un standard, quoi. Et voilà, et bien réparti tout autour de l'appareil, que ce soit en mode paysage, en mode portrait, ça aurait été un peu mieux. Wi-Fi, alors par rapport à l'iPad de base, on a une légère évolution, mais en 2024, intégrer du Wi-Fi 6E, ça me paraît un petit peu léger. Hein. Je pense qu'on aurait pu y aller directement sur le Wi-Fi 7. Bon, Wi-Fi 6E, c'est déjà bien. Si vous avez un routeur Wi-Fi 6E, c'est bien aussi. Mais bon, le dernier cri, c'est plutôt le Wi-Fi 7 actuellement. Donc il y a les modèles Wi-Fi, les modèles 5G, bon ça c'est comme tous les iPads, hein, selon ce que vous prenez.
Donc l'iPad Air, donc je l'ai dit, pour les graphistes, ceux qui utilisent le pencil, le stylet, on peut utiliser le Pencil Pro, qui est vraiment super, qui dispose de beaucoup de fonctions, qui a un gyroscope intégré, choses comme ça, ou on peut utiliser le Pencil USB-C classique si on n'a pas les moyens. Alors on peut aussi lui adjoindre le Magic Keyboard, donc le Magic Keyboard en aluminium, qui est pas mal du tout, si vous faites du texte, si vous n'avez pas de MacBook, et vous voulez un vrai clavier physique, le Magic Keyboard est pas mal. Bien que je ne sois pas sûr que celui de base ne dispose pas des touches de fonction. Par contre, je crois que c'est le Magic Keyboard pour iPad Pro qui dispose des touches de fonction, à vérifier. Alors les capacités mémoire, bon, ça commence à 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 Tera maximum. Voilà, donc rien à dire si ce n'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aurait dû commencer d'emblée à 256 Go, parce que là, 128 Go, c'est l'enfant pauvre. Pour moi, c'est pas assez. Voilà. J'ai rien à dire sur les dimensions et sur le poids. Voilà. Si, simplement, lorsqu'on achète un iPad Air 11 pouces, pour moi, c'est la taille parfaite. Mais lorsqu'on prend un iPad Air 13 pouces, je trouve, moi, que la taille d'écran, elle est déjà, pour une tablette qu'on est censé emmener avec soi un peu partout, balader balader avec soi et tout ça, je trouve que la taille d'écran de 13 pouces, elle est surdimensionnée par rapport à l'usage. Voilà, mais après, bon, ça c'est moi qui le dis. La résolution d'écran, elle est de 2360 x 1640 pixels, donc c'est la même qu'un iPad de base. Voilà. De toute façon, c'est la même dalle. De toute façon, c'est la même dalle que l'iPad de base de 10e génération. Donc là, vous ne voyez pas de différence et vous ne verrez pas de différence au niveau de la luminosité et du rétroéclairage. Donc c'est des LED, bien sûr, avec une technologie IPS, bon ça c'est normal. Voilà. Il y a un revêtement anti-reflet, ce que ne possède pas l'iPad de base. Donc quand vous êtes au soleil, forcément, vous voyez mieux ce qui est à l'écran et un peu moins l'éclat du soleil sur la dalle. C'était grosso modo. Voilà. Alors, il dispose d'une bande passante de 100 gigaoctets secondes et de 8 Go de RAM. C'est très bien. C'est une capacité qui permet de lancer les applications rapidement, de travailler avec une bonne vélocité, de ne pas être ralenti quand on lance des apps. C'est parfait. 8 Go, c'est parfait pour une tablette. Donc, c'est vraiment super. Voilà. L'autonomie, l'autonomie, c'est la même que sur un iPad de base. C'est 10 heures d'autonomie. Donc lorsque vous faites une navigation internet en Wi-Fi, lorsque vous visionnez des vidéos, donc 8 heures d'autonomie. 10 heures d'autonomie, bon, c'est pas mal. 9 heures d'autonomie avec la 5G, donc on perd 1 heure, c'est normal, puisqu'on sollicite plus le réseau. Donc ça, c'est pas mal. L'Apple Pencil, on peut l'aimanter sur le côté de l'iPad, ça c'est bien aussi. Qu'est-ce qu'il y a de notable encore avec ce produit ? Qu'est-ce que j'ai remarqué de notable ? Non, voilà. En grosso modo, c'est ça. Il y a le zoom vidéo 3x, ok. Donc grosso modo, c'est ce qu'il y avait à dire sur l'iPad. Bon, j'ai dit qu'il y avait deux haut-parleurs, j'aurais préféré en avoir 4. Uniquement 2 micros. Bon, 2 micros, ça aussi, ça me paraît faible. Voilà, sur une tablette, 2 micros, surtout quand on est en extérieur, où il y a les bruits environnants. 2 micros, pour moi, ça suffit pas, ça n'a jamais suffi. Il en faut plus, il en faut au moins 4. Voilà. Donc le Wi-Fi 6E, le MIMO, le Bluetooth 5.3, parfait. La 5G, ok. Voilà. Donc il a un baromètre, un capteur de luminosité ambiante, un accéléromètre, un gyroscope à 3 axes, Touch ID. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je pense de ce produit ? Parce qu'il faut le comparer, parce qu'un produit en soi, par rapport à lui-même, n'est rien. Il faut vraiment le comparer aux autres pour voir si le produit, si ça fait sens, en fait, tout simplement. Moi, ce que je trouve par rapport à l'iPad Air, je trouve que par rapport à l'iPad tout simple, qui débute, lui, à 439 € avec 64 Go de stockage, donc c'est très peu aussi, mais c'est un écran de 10,9 pouces. Et sincèrement, entre un iPad à 10,9 pouces et un iPad Air à 11 pouces, je crois pas que vous allez beaucoup voir la différence. Ça va jouer sur les bords.
mais vous n'allez pas voir la différence à l'œil nu. Ça va être très, très, très compliqué de voir la différence. Donc, je trouve que le produit, le prix d'entrée du produit à 719 €, moi, il me paraît beaucoup trop élevé. Surtout pour une gamme de moribonde, en fait, parce que pour moi, les iPads, c'est sur la voie, c'est sur une voie agonisante. Lorsqu'on a acheté une tablette, par exemple, je dis n'importe quoi, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, enfin, voilà, c'est pas un produit qu'on change régulièrement, c'est un produit qu'on garde en général 5, 6, 7, 8 ans, ça fonctionne très bien, parce que qu'est-ce que les gens font avec les iPads? Tout le monde n'est pas graphiste, on est bien d'accord. Donc les gens, ils surfent sur Internet, ils vérifient leurs emails, ils regardent des vidéos, voilà ce qu'ils font, hein. Ils font des jeux vidéo parfois, voilà ce qu'ils font avec leur tablette. Mais des photos, ils en font quelques-unes, ils visionnent un peu leurs photos dans le cloud, s'ils n'ont pas d'Apple TV pour les voir sur la télé, voilà ce qu'ils font. Mais donc voilà. Si je compare l'iPad Air qui fait 6,1 mm d'épaisseur et 462 grammes, comparé au modèle précédent, donc la gamme inférieure, l'iPad de base, donc 6,1 mm pour l'iPad Air et 7 mm pour l'iPad tout court, la différence de 9 mm, c'est pas grand-chose. Et de toute façon, moi je considère que ce système de vouloir à tout prix réduire l'épaisseur d'une tablette, d'un téléphone, peu importe, d'un périphérique, Apple ou autre, peu importe, c'est pas uniquement la marque Apple, je trouve que c'est quelque chose d'un petit peu absurde. Moi je trouve que ce qui est plus dérangeant, c'est le poids. Le poids me dérange plus que l'épaisseur. Et quand vous l'avez en main, la tablette, vous l'avez en main. Et si elle est trop fine, vous avez presque peur si vous voulez, de la briser. D'autant que la plupart des gens, ce qu'ils font, le premier accessoire qu'ils achètent avec leur iPad, c'est une coque protectrice ou c'est un étui. Donc qu'il fasse 6,1 mm ou pas, ça ne changera pas grand-chose, puisque l'épaisseur, elle va être augmentée de fait par l'étui ou par la jaquette que vous allez mettre. Donc on met en général une jaquette, un étui, puis on met un film sur l'écran pour protéger l'écran. Donc l'épaisseur, elle est de fait augmentée. Donc l'argument de dire qu'il est plus fin qu'avant, pour moi, ça n'en est pas vraiment un. Voilà ce que je veux dire. Mais bon, ça c'est moi qui le dis, c'est moi qui le pense. Qu'est-ce que j'avais remarqué par rapport à ça? Donc que ce soit un iPad 11 pouces ou un iPad 13 pouces, les couleurs proposées sont les mêmes. Les 4 couleurs sont les mêmes. Ce sont trait pour trait les mêmes tablettes. La seule différence, c'est la taille d'écran. Voilà, 11 ou 13. La résolution, la résolution entre le 11 et le 13, je vérifie en même temps en temps réel. Résolution. Voilà. Oui, c'est bien ce que je dis. La résolution du modèle 11 pouces, c'est 2360 x 1640 pixels. Et la résolution du 13 pouces, c'est 2732 x 2048 pixels. Donc, légèrement amélioré, mais forcément, il fallait bien l'améliorer, puisque la taille d'écran elle-même augmente. Voilà, donc revêtement oléophobe, résistant aux traces de doigts. Donc les traces de graisse, les traces de doigts. Il y a aussi un traitement sur l'écran, c'est pas mal aussi. Mais vu qu'on met un film, de toute façon, le traitement oléophobe, on n'en profite pas vraiment, puisque l'écran il est toujours protégé par un film. Donc encore un argument qui n'en est pas un, quoi. Donc moi, si j'avais besoin d'une tablette aujourd'hui, je m'orienterais pas vers un iPad Air de 11 pouces, parce qu'il s'appelle iPad Air, et il fait 6,1 mm d'épaisseur, tandis que l'iPad de base fait 7 mm d'épaisseur. Donc c'est pas pour quelques millimètres d'épaisseur que ça va changer grand-chose. Pour moi, personnellement, je m'orienterais, si je veux un iPad de base, je m'orienterais vers l'iPad 10e génération, qui commence à 439 €, plutôt qu'à 719 €. Après, c'est vrai que l'iPad 10e génération, il possède pas la puce Apple Silicon M2, il possède une puce A14 Bionic, les mêmes puces que dans les iPhones, vous voyez. Et donc voilà. Mais bon, c'est une puce qui suffit largement pour un usage tablette. Il ne faut pas se mentir, ça suffit largement. Donc voilà.
Le premier nouveau produit d'Apple, enfin l'iPad Air 11 ou l'iPad Air 13, c'est pour moi, c'est pas un produit que j'aurais conseillé. Voilà, je vous conseille plutôt d'économiser et de rester plutôt sur un iPad de base, un iPad de 10e génération pour des besoins standards. Attention, j'ai pas dit pour des besoins avancés. Si vous avez des besoins avancés, il y a maintenant ce qu'on va voir, il y a le vrai nouvel iPad qui pour moi est l'iPad Pro 11 pouces. Alors, qu'est-ce que je pense de l'iPad Pro 11 pouces? Bon, en dehors du fait que c'est vraiment un excellent produit, bon déjà ça c'est sûr. Euh, il adopte la puce Apple Silicon M4, donc c'est le premier de la gamme Apple à adopter la puce M4. Pour l'instant, aucun MacBook Air, aucun MacBook Pro n'est équipé de la puce M4. Il faudra attendre quelques mois encore. Donc, il innove en adoptant la puce M4. Il est proposé en 11 ou en 13 pouces, lui aussi. Les deux couleurs sont un peu tristounettes, hein. Donc c'est soit argent, soit noir sidéral. Là non plus, je comprends pas, hein. C'est pas parce qu'on est un pro qu'on a forcément besoin qu'on a besoin de couleurs ternes, tristes, passéistes. Parce que le noir ou le gris, entre le noir et le gris, eh ben, il existe autre chose. On aurait pu proposer un bleu foncé, un vert foncé. Enfin, vous voyez, je dis pas d'ajouter des couleurs vives ou des couleurs gaies, mais des couleurs. Pour le prix, je pense que l'acquéreur a le droit, aurait pu avoir le droit de choisir parmi une plus large gamme de couleurs. Donc même reproche que pour les produits précédents. Sauf que les produits précédents, ils disposent chacun de 4 couleurs au choix. Donc 4 couleurs pour l'iPad Air et 4 couleurs pour l'iPad de base, tandis que uniquement 2 couleurs pour l'iPad Pro. Donc ça me gêne déjà. Au niveau des caractéristiques, donc de la puissance de la bête, on peut le dire, hein, tout y est. Hein. Un écran Ultra Retina XDR, donc voilà, anti-reflet, etc. La puce M4, alors une puce avec avec 10 cœurs, 10 cœurs CPU, 10 cœurs GPU, donc voilà, 2 cœurs, beaucoup plus de cœurs. Donc ça, celui-là, il est encore mieux pour iPadOS 18. Quand ils vont intégrer l'intelligence artificielle, hein, ou que ce soit avec ChatGPT ou autre, ça va turbiner. Donc il a les 2 caméras. Ce que j'aime bien, c'est qu'il dispose du Face ID. Donc pas besoin de le toucher pour ouvrir une session. J'aurais bien aimé qu'on innove bon, ça c'est rien à voir avec l'iPad, mais c'est avec l'iPadOS 18 qu'on puisse prochainement avoir la possibilité d'avoir plusieurs comptes sur un seul iPad. Donc voilà, ouvrir une session pour vous, pour votre femme, pour votre enfant, plusieurs sessions sur un iPad, moi je trouve que ça aurait été un bon point. Peut-être une surprise avec iPadOS 18, on verra. Donc la caméra avant, 12 mégapixels, bon très bien, si on veut prendre des photos. C'est un produit haut de gamme avec un port USB-C et Thunderbolt USB 4. Donc on peut brancher un disque dur, un SSD ou un disque dur externe et transférer des photos ou des vidéos à haut débit. Pas mal si vous faites du montage vidéo avec votre iPad. Notamment sur le modèle 13 pouces. J'adore le système audio 4 haut-parleurs. Bon voilà, là, ils sont bien répartis. Ils sont répartis, si je ne me trompe pas, ils sont répartis. Faut que je vérifie. Ils sont répartis. Je crois qu'ils sont répartis en haut, en bas et sur le côté. Les haut-parleurs. Je vais vérifier ça parce que j'ai un doute. Donc, alors en temps réel. Alors. Au niveau des caractéristiques, iPad Pro. Alors, les haut-parleurs, comment sont-ils répartis? Si je me trompe pas, hein, je crois qu'ils sont répartis vraiment. Voilà, c'est ça. Ah bah non. En fait, il faut le mettre en mode portrait. Il y a 2 haut-parleurs en haut, 2 haut-parleurs en bas. Par contre, donc les haut-parleurs, il n'y en a aucun sur le côté. Par contre, les micros, on a 3 micros. 2 sur le côté et 1 en haut. Donc 4 haut-parleurs. Et, comme je disais, en nombre de micros, on a 4 micros et 4 haut-parleurs.
Donc ce qui est quand même mieux que les 2 micros et 2 haut-parleurs des modèles précédents. Pour le Wi-Fi, c'est encore du Wi-Fi 6E, pas de Wi-Fi 7, de la 5G, très bien. Compatible avec forcément l'Apple Pencil Pro, le Magic Keyboard pour iPad Pro M4, ok. Alors la capacité de stockage, elle est parfaite, elle commence à 256 Go, c'est très bien. Même c'est même faible, parce que par rapport à un produit de cette gamme, on aurait même pu commencer à 512 Go, mais ça commence comme les MacBook Air, on va dire. 256 Go, 512 Go, 1 Tera, et au maximum 2 Tera. 2 Teraoctets sur une tablette, ça commence à faire pas mal. Donc c'est le plus léger et le plus fin de tous les produits Apple. Donc c'est ce qui est dit dans la communication marketing. C'est quand même vrai, puisqu'il a une épaisseur de 5,3 mm pour un poids de 446 grammes pour le modèle 11 pouces. Voilà. Donc clavier OLED, ok, très bien. Alors le fait que l'écran soit plus fin, moi je continue de dire, que ce soit pour l'iPad Air ou l'iPad Pro, j'ai la même réflexion et les mêmes conclusions. Je sais pas si... Je vois pas l'intérêt d'avoir un écran plus fin, surtout que ça le fragilise. Donc ça fragilise le matériel, et puis comme on met une coque par-dessus, ou pour le protéger, je vois pas l'intérêt qu'il soit plus fin. Qu'il soit plus léger, ça, il n'y a pas de doute, il y a un intérêt. Mais qu'il soit plus fin, je vois pas l'intérêt. Sauf à dire, voilà, c'est le matériel Apple le plus fin de la gamme. Mais ça, c'est du marketing, c'est de la com. Voilà. Et la com, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, le modèle 11 pouces, il est livré avec 8 Go de RAM. Par contre, il y a 16 Go de RAM de bande passante sur les modèles le 1 ou 2 Tera. Donc 16 Go de RAM de bande passante, ça commence à faire... C'est vraiment du lourd. C'est une bête de course. C'est une bête de course. C'est tellement une bête de course qu'on se pose la question, parce que finalement, moi, la seule question qui me vient... qui parcourt un peu mon esprit, la seule question qui me taraude, c'est de me dire, pourquoi est-ce que j'irais acheter un iPad Pro en 13 pouces avec une puce M4 plutôt qu'un MacBook Pro en 14 pouces, par exemple. Et en plus, je trouve que le fait d'injecter en primeur la puce M4 dans un iPad avant les MacBooks, je trouve que Apple se tire un peu une balle dans le pied. Parce que si vous aviez potentiellement l'idée d'acquérir un MacBook, par exemple, un MacBook Air M3 ou un MacBook Pro M3 Pro, M3 Max, là vous allez ajourner votre achat, puisque vous vous dites, si la puce M4 est déjà disponible, je ne vais pas acheter de produit qui comporte une puce M3. Je vais d'emblée attendre quelques mois pour adopter un MacBook Air ou un MacBook Pro avec une puce M4. Donc sortir la puce M4 en primeur sur l'iPad Pro, c'est bien pour les nouveaux acquérants d'iPad Pro, mais ça tue un peu l'envie d'acheter actuellement. Donc là on est en mai 2024. Ça tue l'envie d'acquérir un MacBook Air ou un MacBook Pro, puisque pour l'instant on est borné aux puces M3. Alors que la puce M4, on sait d'ores et déjà qu'elle est déjà disponible. Donc mettre autant de puissance dans un M4, dans un iPad Pro avec une puce M4, c'est bien, mais ça tue le reste de la gamme. Et ça donne pas envie, forcément, d'acheter un ordi portable. Pourtant, moi, je préfère les ordi portables que les tablettes. Et quand on voit le prix d'entrée de gamme de l'iPad Pro, parce que ça, je ne l'ai pas dit, le prix d'entrée de l'iPad Pro en 11 pouces, c'est, accrochez-vous bien, 1219 €. 1219 €, prix d'entrée de gamme. Oui, 1219 €, prix d'entrée de gamme pour un iPad Pro 11 pouces avec une puce M4. Et là, je parle uniquement du Wi-Fi. Il n'y a pas la 5G.
Si vous voulez la 5G, c'est 1469. Et donc voilà. Tandis que le prix d'entrée de l'iPad Pro 13 pouces, donc la taille plus grande, le prix d'entrée, hein, on s'accroche bien, uniquement en Wi-Fi, 1569 euros. Donc on a dépassé la barre des 1500 euros. Et avec la 5G, on est déjà à 1819 euros. Bah, si je dépense les sommes comme ça, 1500, 1600, je m'oriente davantage vers un MacBook Pro 14 ou vers un MacBook Air 13, voire 15. Moi, je préfère un MacBook Air 15 pouces plutôt qu'un iPad Pro 13 pouces. Voilà, ça c'est dit. Mais c'est ce que je pense. Donc, si je ne sais pas encore ce que ça va donner pour iPadOS 18, mais si iPadOS 18 fusionne davantage avec macOS 15, qui va sortir prochainement, si on a le même environnement sur tablette que sur MacBook, alors là, l'iPad Pro 13 pouces M4, ça va être une tablette intéressante, puisqu'on pourra l'utiliser comme un véritable ordinateur portable, mais un véritable ordinateur portable qui aura en plus le côté tactile. Donc ce sera l'ultime ordinateur portable, avec en plus le toucher. On pourra utiliser les fonctions tactiles. On pourra tout aussi bien l'utiliser comme un ordinateur portable que comme une tablette classique. Alors, même reproche que pour l'iPad Air, je trouve que la taille de 13 pouces, c'est vraiment très grand. Hein. Quand on l'a en main, c'est énorme. Maintenant, si c'est pour l'utiliser en usage bureautique, en mode paysage, ça pose pas de problème. Et si on l'utilise comme un ordinateur, ça pose pas de problème. Voilà. Et bon, mais ça, c'est vraiment un produit qui est réservé à un usage spécialisé. Hein, voilà. Si vous n'êtes pas graphique, si vous ne faites pas de montage vidéo, de traitement audio, ben, c'est pas la peine d'acheter un iPad Pro si vous n'avez pas un usage dédié. Voilà ce que je veux dire. C'est vraiment, faut en avoir un usage dédié. Autrement, aucun intérêt. Donc les boutons de volume sont toujours là. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable encore dans ce modèle M4? Voilà, donc 16 Go de RAM, ça c'est sur les modèles 1 Tera ou 2, j'ai déjà dit. Donc il y avait quoi d'autre? Ouais, donc il gère l'eSIM, donc la puce virtuelle. Donc c'est pas la peine il n'y a pas de puce carte SIM à intégrer. C'est une SIM virtuelle, c'est l'eSIM, E-S-I-M, donc c'est bien, donc ce qui évite d'avoir encore une ouverture au sein de l'appareil. Et donc il intègre un GPS, tout ça. Le scanner LiDAR, donc il dispose du LiDAR, ce que n'ont pas les autres modèles d'iPad. L'accéléromètre, le baromètre, le capteur de luminosité. Donc il règle automatiquement l'éclairage, ça veut dire de l'écran en fonction de la luminosité ambiante. En salle sombre, il va réduire la luminosité, et en salle claire, il va l'augmenter. Ça, on a tous compris. La recharge par le port Thunderbolt USB 4, ok. DisplayPort, d'accord. La recopie vidéo, le reste, c'est du classique, hein, fourni avec les applications Apple qu'on connaît tous. Page, Number, Keynote, iMovie, GarageBand. Voilà, donc les applications classiques, hein, Safari, Apple Mail, fichiers, tout ce qu'on retrouve dans tous les iPads, dans tous les Macs. Donc le seul gros défaut pour moi de cet appareil, c'est qu'il y a trop de puissance. Pour moi, je le dis, hein, il y a trop de puissance pour une tablette aussi fine. Alors, si vous achetez une tablette à ce prix-là, même dans le cadre d'un usage entreprise, il va falloir la protéger, mais alors dans une coque bien épaisse pour éviter d'altérer le matériel. Et toute cette puissance, je ne vois pas à quoi elle pourrait être dédiée, quoi. Toute cette puissance, elle prend son importance si on lui adjoint un Magic Keyboard. Parce que là, ça devient un ordinateur portable ultra puissant. Mais si on l'utilise sans clavier,
Bon, voilà, sans le Magic Keyboard, je vois pas trop l'intérêt de cette puissance et je sais pas trop, je vois pas trop comment on peut en tirer parti juste avec le tactile. Voilà, ça me paraît un peu compliqué. Faut lui adjoindre une souris et le Magic Keyboard. Là, ça devient vraiment intéressant. Donc le nouveau Magic Keyboard, hein, qui sera disponible à partir du 15 mai aussi. Mais le Magic Keyboard, vous comptez 400 euros. 400 euros pour un clavier, c'est violent. Hein. C'est violent, mais très violent. Bon, bref, voilà. Bon, ok, on va me dire, c'est un clavier je crois qu'il est en aluminium, etc. Mais bon, ça justifie pas un tel prix. Hein. Il y a un trackpad avec le rotor haptique, très bien, bon, pourquoi pas. Le repose-poignet en aluminium, clavier design ultra léger, ok. Mais bon, je comprends pas qu'un clavier puisse coûter ce prix-là. Alors, ça veut dire que pour transformer un iPad Pro en MacBook, il faut ajouter 400 euros, hein, 400 euros dans le Magic Keyboard, parce que c'est l'un des meilleurs claviers, faut pas se mentir. Donc je trouve que c'est beaucoup trop. Le clavier, il devrait pas dépasser pour moi les 150 euros. Hein, voilà, donc mieux vaut s'orienter vers les claviers de marque tierce, hein, Logitech, compagnie, si vous avez des envies de clavier. Et si vous n'avez pas d'ordinateur portable. Voilà. Donc ça, c'est sûr. Donc voilà, il y avait ça. Et qu'est-ce qu'il y avait encore dedans de remarquable? Voilà. Mais sinon, au niveau de la puissance, à part le fait qu'il n'y ait pas le Wi-Fi 7, mais qu'il y ait le Wi-Fi 6E, ben tout est bon. La connectique par rapport à un tel produit, elle est vraiment impeccable. Si on a les moyens d'investir autant dans une tablette. Et comme je le disais précédemment, si on a un usage dédié de la tablette, parce que si c'est pour regarder trois séries et surfer sur Safari, il ne faut surtout pas acheter un iPad Pro. Il faut acheter un iPad de base. Un iPad de 10e génération, celui qui a en l'occurrence baissé de prix. Puisqu'il y a une baisse de prix suite à la sortie de l'iPad Air, je ne l'ai pas dit, et de l'iPad Pro. L'iPad de base, lui, a baissé de prix. Ce qui est une bonne nouvelle, je trouve. Voilà. Et même à 439 euros, je me permets de dire que c'est encore trop cher. Pour un produit que ça a eu son effet de surprise à l'époque, mais peu de gens utilisent les iPads. Hein. En général, soit on est sur son iPhone, soit on est sur son Mac, ou son PC portable, peu importe. Et l'iPad, ça reste et ça restera toujours le produit un peu bâtard, entre les deux, qui peut dépanner, mais dont on peut se passer quand même. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je remarque. Donc, est-ce que je conseille ces produits à l'achat? Ben, j'ai envie de dire pas vraiment, quoi. Sauf si vous recherchez un iPad, ben, vous pouvez toujours vous orienter vers le déstockage en achetant un iPad de base, un iPad de 10,9 pouces, 11 pouces, voilà, qui fera largement l'affaire. Et je vois pas l'intérêt de relancer une gamme avec un processeur M4, de le surbooster comme ça en puissance, je vois pas l'intérêt. Sauf à dire, ben, on est les premiers à avoir intégré la puce la plus puissante sur une tablette. Mais ça, tout le monde s'en fiche, quoi. Ce qu'on veut, nous, c'est de la productivité. On veut plus d'autonomie, parce que l'autonomie de... Moi, j'aurais aimé que l'autonomie d'un iPad rivalise avec l'autonomie d'un MacBook Air ou d'un MacBook Pro, ce qui est pas le cas. Voilà. Alors que l'autonomie, elle aurait dû être bien plus importante pour un produit nomade. Ça aussi, ça va pas. Donc, est-ce que je conseille les produits? Ben non, je vous conseille vraiment de rester à l'iPad de base si vous avez besoin d'un iPad pour vos loisirs. Maintenant, si vous êtes un pro, ben, vous êtes un graphiste, là aussi, hein, je ne conseille pas un iPad. En général, quand on est un pro et qu'on est graphiste, on s'oriente vers les tablettes de la marque Wacom. Voilà, on ne s'oriente pas vers un iPad Pro avec un pencil qui coûte 150, 170 euros, je sais plus. Enfin voilà, qui coûte un bras en fait. Même le stylet, même le prix du stylet, il est vraiment surdimensionné. Voilà, parce que l'Apple Pencil Pro, il coûte 149 euros. 149 euros, vous vous rendez compte, pour un stylet. C'est n'importe quoi. Puis si vous achetez des pointes supplémentaires, 4 pointes, 25 euros. Alors, je dis pas que la prouesse technique de l'Apple Pencil, elle y est. Donc c'est un super outil. Mais enfin, 150 euros pour
pour quelques gribouillages, ça me paraît beaucoup. Les tablettes Wacom pour les graphistes, ça me paraît beaucoup mieux. Mais bon, voilà. Donc, je trouve que l'iPad, il trouve toujours pas son positionnement. La gamme, elle est éclatée en 4 produits. iPad mini, iPad, iPad Air, iPad Pro. Mais je trouve que là-dedans, on pourrait en faire sauter 2. On pourrait ne garder que l'iPad mini et l'iPad Air. Ça suffirait largement. Voilà, c'est ce que je pense. Donc voilà, si vous avez des commentaires, vous pouvez réagir donc sous la section des commentaires et donner votre avis, puis nous dire si vous allez l'acheter ou pas. Est-ce que vous allez acheter un nouvel iPad Air? Est-ce que vous allez acheter un nouvel iPad Pro? Merci à tous d'avoir suivi le podcast macplanet.com, et puis n'hésitez pas à aller sur notre site macplanet.com ou bien sur la chaîne YouTube MacPlanet, où il y a des tutoriels, des vidéos, des conseils et autres. Bonne journée à tous, merci, au revoir.